Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Judith Pérignon, vous êtes journaliste et romancière. Vous publiez L'Insoumis aux éditions Grasset. C'est le portrait de Mohamed Ali. C'est en quelque sorte la suite d'un documentaire radio, une grande traversée qui a été diffusée sur France Culture durant l'été 2018. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Mohamed Ali alors que je ne crois pas que vous êtes une grande spécialiste de la boxe et pas la boxe qui vous a d'abord intéressé chez cet homme? Non, c'est vrai que j'ai un tropisme américain. Ce milieu du XXe siècle américain nous a fourni beaucoup d'images, beaucoup de musique. J'ai grandi avec ça, au fond. La figure de Mohamed Ali, je la connaissais dans ses grandes lignes, ce qu'il incarnait. Et on entend encore parler de lui beaucoup, parce que c'est un des hommes les plus populaires au monde. C'est une figure noire, musulmane. C'est la figure de la colère, en fait, Mohamed Ali. Et donc, revisiter cette histoire, parce que les mythes effacent généralement les détails et les tournants des histoires. Revisiter cette histoire, c'est revisiter cette Amérique qui est toujours là finalement dans les fondements américains, et c'est re-raconter les détails d'une rébellion qu'on a toujours comme ça dans nos têtes. Alors c'est évidemment un immense boxeur. Lorsqu'on voit un combat où Mohamed Ali participe, on est toujours frappé par sa puissance, par sa technique. Également Judith Pérignon, s'il fallait malgré tout le présenter à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas ou qui le connaîtrait uniquement comme un incroyable boxeur. Alors celui qui ne le connaît que comme un boxeur, il faut lui raconter la guerre du Vietnam, il faut lui raconter Nation of Islam, qui est le mouvement qui structure la pensée de Mohamed Ali. C'est Nation of Islam qui va baptiser Cassius Clay, qui est un nom... Pourquoi avoir décidé de changer de nom ? Parce que Clay, c'est le nom du sénateur Clay qui a donné son nom à ses esclaves. Hein. Tout noir américain a le nom du propriétaire des... Et donc, tout ce mouvement, comme Malcolm X était membre de ce mouvement, ont décidé de changer leur nom, de prendre des noms musulmans, puisque ils se référaient à Allah. Alors, c'était pas l'islam classique d'aujourd'hui, même si beaucoup l'ont rejoint aujourd'hui, mais ils se sont recréés une histoire, une identité qui n'était pas celle que leur maître leur avait défini. Avec une dimension extrêmement subversive, vous avez parlé de la guerre du Vietnam, il a pris des positions qui étaient proprement scandaleuses dans l'Amérique de l'époque, Judith Pérignon. C'est-à-dire sa chance au départ, c'est qu'il n'était pas éligible, il ne devait pas partir parce qu'il n'avait pas passé les tests. Et puis il a fallu qu'il parte. Et là, il n'a pas voulu partir. Et il a eu cette phrase, il avait peur au fond au départ, mais il a fini par avoir cette phrase, les Vietcong ne m'ont jamais traité de nègre. Donc moi, je ne peux pas me battre pour ce pays. Et même si c'est son mouvement aussi qui le poussait à ne pas y aller. Il était ambivalent, il était effrayé d'affronter comme ça, aussi violemment les États-Unis. Mais il a dû aller au bout parce qu'il était devenu l'incarnation de cette époque. On va écouter un extrait de votre grande traversée, Judith Pérignon, celle que vous avez consacrée donc au boxeur Mohamed Ali. Well, first of all, I would like to say I'm not here to make a showdown plea, as the press has played up. Je ne suis pas là pour un plaidoyer. And didn't intend to hurt anybody who had children or sons that are dying. Et je ne voulais pas heurter ceux qui ont des enfants. Un fils là-bas au Vietnam. Voilà mes excuses. So anything else concerning the army will be taken up with the army. Anything else concerning this A1. Maintenant, tout ce qui relève de mon incorporation, de l'armée, sera discuté avec l'armée et non pas devant une commission sportive. Je répète ma question. Est-ce que vous vous excusez pour votre déclaration antipatriotique ? Sir? Pardon ? Je vous demande si vous vous excusez de vos remarques antipatriotiques. Well, I don't need you to tell me that. Appreciate it, but I understand. Je n'ai pas à m'excuser ici de ce que j'ai dit. Je suis champion du monde. C'est une commission sportive. Je suis ici pour pouvoir défendre mon titre. C'est l'un des documents incroyables que l'on peut entendre, réentendre dans votre grande traversée que vous avez consacrée à Mohamed Ali. Maintenant, cette grande traversée est devenue un livre, L'Insoumis aux éditions Grasset. Mohamed Ali se défend, et quelle défense!
Oui, parce que voilà, la fédération de la boxe va le suspendre. Il ne va plus pouvoir boxer pour avoir déclaré pour antipatriotisme. Et en même temps, il sent que les choses s'emballent. Il n'a pas envie de déplaire complètement à ce pays. Mohamed Ali, il est déjà dans tous les shows télé, dans les émissions pour blancs. Il aime sa popularité. Et là, il va se trouver vraiment à... Donc, il s'excuse pour toutes ces familles qui ont un fils au Vietnam. En même temps, il doit être très fidèle à ce mouvement Nation of Islam qui le dirige vraiment. Il est sous tutelle, Mohamed Ali. Et en même temps, il veut boxer. Donc là, il est complètement écartelé. Et pourtant, c'est vraiment cette guerre du Vietnam et son refus d'y aller va marquer la légende. Mais il est écartelé, ça veut dire qu'il avait la tête politique ou bien alors c'était une marionnette, Mohamed Ali? Comment expliquer ce trajet, la manière dont il s'est façonné une culture politique, Judith Pérignon? C'est un homme très instinctif. C'est un homme qui était... qui avait du mal à lire, par exemple, qui lisait peu, qui était sorti de l'école très tôt, qui était quand même habité par la question noire parce qu'il avait subi la ségrégation, que même son père essayait quand même de rejoindre, avait aimé ces mouvements qui parlaient d'un retour aux racines africaines. En même temps, il veut être populaire, il veut être un boxeur riche, aimé, et il se construit parce que son époque le construit au fond. Le même homme, 20 ans plus tard, ne serait pas devenu Mohamed Ali. C'est un mouvement de radicalité, de violence. Il y a les Black Panthers, il y a Nation of Islam. La question noire se structure à ce moment-là, avec ou parallèlement ou contre même Martin Luther King, qui est trop modéré pour eux. Ils sont anti-Martin Luther King. Pourquoi ? Parce qu'il faut affronter l'homme blanc. Parce que Martin Luther King veut la réconciliation. Il ne veut pas de mouvement lénifiant. Voilà, c'est ça. Il faut à un moment affronter l'homme blanc. Sinon, l'homme blanc restera l'homme dominant. Et la question reste posée aux États-Unis. Alors ça, c'est pour Martin Luther King. Et cependant, il va trahir Malcolm X. Alors c'est une relation magnifique, moi qui m'a passionnée. Ils sont très liés, justement. Il y a cet intellectuel noir, Malcolm X, prêcheur de Nation of Islam, qui va s'émanciper de ce mouvement et qui en même temps lui est fasciné par la force physique et l'instinct de Mohamed Ali. C'est comme deux frères. Et pourtant, quand Malcolm X effectivement s'écarte de Nation of Islam, qui dans ce cas-là menace quasiment de mort ses membres, eh bien il se tait, voire il l'accuse de trahison. Et donc moi, et je pense que les gens de l'époque ont senti que si Mohamed Ali avait peut-être plus soutenu Malcolm, je ne sais pas si l'histoire aurait changé, mais ça aurait été un plus beau geste, oui. Alors, parler de gestes, il faut quand même parler de boxe, parce que c'est avant tout un incroyable boxeur. Et c'est quelqu'un qui allie une technique et une puissance rarement vue. Comment s'est-il construit comme boxeur, Judith Pérignon ? Il s'est un peu construit contre les autres. C'est-à-dire qu'au départ même, il faut réécouter les archives, on l'a eu. On pense qu'il ne va pas tenir, avant de devenir champion du monde, dans l'heure qui précède, personne pense qu'il va tenir un round contre Sonny Liston. En face de lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a des boxeurs, ce qu'on appelle la brute noire, quoi. C'est des frappeurs. Lui, c'est un danseur. Il esquive, il recule, il bascule, il balance, il joue vachement sur ses jambes, il danse. Et donc, il n'a aucune crédibilité dans la boxe. Et il surprend tout le monde. Et il met son adversaire en colère. Donc, il joue la psychologie. Il les met en colère, donc sans tactique. Et donc, il va surprendre son monde. Et c'est comme ça qu'il va aussi construire la légende du côté du sport et revisiter complètement la boxe. Mais la boxe n'est pas uniquement un monde pour les Noirs, il y a aussi beaucoup de Blancs, et là aussi il va devoir composer, Mohamed Ali. Les Blancs sont là, mais les poids lourds, en catégorie poids lourds, c'est un monde dominé par les Noirs. Et même, entre les derniers titres de championnat, c'est souvent entre Foreman, Frazier, Liston, ce sont des hommes noirs. Et le ring devient une vraie métaphore de leur combat. C'est un vrai sanctuaire pour eux, parce qu'ils ont une force que la société ne leur donne pas. Et c'est une vraie métaphore. Une métaphore et aussi une manière de révéler l'Amérique des années 60 avec les combats qui s'y livrent, la question raciale, la question de l'émancipation des Noirs et les combats qui se livrent à l'époque. Justement, comment avez-vous décidé de raconter cette vie ? Parce que l'une des spécificités de votre livre et de la grande traversée que vous avez faite, Judith Pérignon, c'est de retrouver les témoins de la vie de Mohamed Ali. Oui, alors moi j'aime bien, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Ali, je viens d'ajouter le mien, mais j'aime bien aller trouver les acteurs, les gens qui étaient proches de lui ou autour du ring ou dans ce mouvement Nation of Islam. D'abord parce que ce sont de vieux messieurs maintenant, c'est des gens qu'on n'entendra plus dans 10 ans, et l'histoire décante encore dans leur tête.
Justement, cette question, alors puisqu'il y a toujours eu des polémiques sur certaines victoires, la question sportive, la question de la mort de Polémique Malcolm X. sur certaines victoires, c'est-à-dire préciser. Oui, bah, par exemple, le deuxième match contre Sonny Liston, hein, voilà, c'est un coup, c'est au bout d'une minute et Liston est par terre. Donc il y a toujours eu polémique, savoir si c'était un match acheté encore par la mafia. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi, j'ai aucune certitude, hein. Je pense que les gens sont très divisés. Un chaos en 1 minute, ça vous paraît possible? Oui, oui, en plus Sonny Liston était peut-être pas en meilleure forme. On ne sait pas. Et finalement, c'est pas ça qui m'a intéressée. Je me suis dit que moi, l'histoire, elle avait besoin de Mohamed Ali. Donc tant mieux si c'est lui qui a Mais parce que gagné. ça montre que ce héros, comme d'ailleurs tous les héros, bien entendu, n'est pas un héros pur. C'est quelqu'un qui a bien entendu composé, vous l'expliquiez tout à l'heure. C'est à la fois quelqu'un qui aimerait incarner la cause noire, mais qui ne veut pas malgré tout se mettre les blancs à dos. C'est quelqu'un qui est plongé dans un monde, la boxe, qui n'est pas un monde pur, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais alors là, s'il y avait eu tricherie, ce serait pas de sa part. C'est plutôt Liston qui, lui, était complètement instrumentalisé par la mafia, qui pourrait voilà, avoir misé Ali ou Cassius Clay et demander à son champion de se coucher encore une fois. Donc, on ne sait pas, et ça reste un des beaux mystères de l'histoire. Vous avez retrouvé ces témoins et cela montre également comment ce personnage s'est construit dans les années 60 et puis les époques postérieures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste justement de Mohamed Ali dans les mythologies américaines, Judith Pérignon? Bah, alors, l'Amérique fait comme toujours, c'est-à-dire il s'est opposé au pays, il l'a divisé, et aujourd'hui, l'Amérique a complètement absorbé le mythe Ali au point d'effacer toutes les aspérités du personnage. C'est pour ça que le mythe Ali, il est aussi intéressant de le visiter en Afrique. C'est un des hommes les plus aimés en Afrique, y compris des jeunes générations. Qu'est-ce qu'il incarne pour les jeunes Africains? Il incarne cet homme noir qui a défié le géant américain, qui est revenu aux sources africaines. Le voyage d'Ali au Ghana est un bain de foule hallucinant. Aucun dirigeant n'a connu une telle foule en liesse derrière Ali, qui savait rien de l'Afrique, qui la fantasmait. Et c'est Ali Boumaillé, c'est l'homme qui vient se battre à Kinshasa. Et l'Afrique en parle encore. Les chanteurs du rap en parlent encore. Il incarne un moment du Black is Beautiful, alors que tout ça est quand même retombé après. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous publiez L'Insoumis, donc ce livre chez Grasset, au sujet de ce boxeur Mohamed Ali, au moment où un autre boxeur apparaît en tout cas pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de boxe. Les spécialistes, eux, le connaissent depuis longtemps, et il est une autre manière d'être Ali. Il s'agit d'Anthony Joshua, et aujourd'hui, celui-ci tente de reprendre une partie de la mythologie. Si vous deviez présenter Joshua aux auditeurs de France Culture. Alors je le connais moins qu'Ali, mais effectivement, on voit bien qu'il s'inscrit dans quelque chose de plus large que la boxe. Il est retourné au Nigeria, il est allé rechercher encore une fois la question africaine, donc la question de l'homme noir. Il a aussi beaucoup parlé, il a rencontré Obama. Donc pareil, il élargit le ring et il en fait un perchoir pour parler de la question noire. Alors, Joshua, à la différence d'Ali, n'est peut-être pas le meilleur boxeur aujourd'hui sur les rings, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait reprendre une partie de la mythologie, ce qui veut dire que cela fonctionne encore. Ça fonctionne d'autant plus que la boxe est devenue ou redevenue un sport très à la mode. Très à la mode et qui se blanchit d'ailleurs du coup. C'est parti de New York d'ailleurs, c'est parti de New York, Manhattan, et donc c'est redevenu un sport de petits blancs branchés. Et c'est intéressant parce que ça a été vraiment Bah oui, beaucoup de gens boxent aujourd'hui, même Édouard Philippe, mais on a dit qu'on reparlerait pas tout de suite des retraites par points, Judith Pérignon. Si on prend les différents personnages auxquels vous êtes intéressés, vous êtes notamment intéressé à Sinatra ou à Bruce Springsteen, deux autres visages de l'Amérique. Si vous deviez nous dire comment il s'articule, Springsteen, c'est lui aussi un boxeur, un lutteur. Oui, c'est un lutteur sur scène via le rock. C'est l'enfant de la classe ouvrière américaine.
Mais tous ces personnages se répondent. D'ailleurs, quand j'ai fait 4 grandes traversées pour culture sur des visages américains différents, et on retrouve toujours les mêmes fondements, les origines sociales, là où ils grandissent, comment ils se construisent, la musique qui débarque, la musique des années 60. Et c'est amusant comment on retombe parfois même sur des chansons, sur des émissions de télé. Et c'est une Amérique qui vieillit, puisque c'est l'Amérique du siècle dernier. Mais je crois qu'on la voit encore dans la manière dont le pays vit l'époque Trump aujourd'hui. Trump réveille les divisions de cette époque-là. Mais justement, c'est assez paradoxal parce qu'on a toutes ces figures de lutteurs. Alors, je pense à Springsteen, évidemment à Mohamed Ali, et puis on aboutit à Trump. Quel paradoxe dans cette époque, Judith Pérignon. Mais je crois que dans ces années 60, dont Ali a été la grande figure, une des grandes figures, on a vu 2 Amériques. Une Amérique conservatrice et une Amérique progressiste qui a émergé de cette guerre du Vietnam, de ce débat, de cette lutte pour les droits civiques. Et il y avait beaucoup de blancs aussi de ce côté-là. Et aujourd'hui, Trump, il ravive ces plaies-là, au fond, qui ne sont pas cicatrisées. Revoir venir le suprémacisme blanc aux États-Unis, qui n'a jamais été enterré, mais qui a été quand même un peu calmé. On a même vu un président noir. Ça prouve que toutes les plaies ouvertes à cette époque-là sont toujours là. Et ça veut dire que l'Amérique entretient quel type de rapport avec ses héros, Judith Pérignon ? Parce que là aussi, il y a une manière particulièrement américaine. On sait qu'aux États-Unis, on trouve une multitude de Hall of Fame, je ne sais même pas comment traduire ça, c'est-à-dire d'endroits qui sont dédiés à la célébrité, avec un culte de la célébrité, et puis avec aussi des monuments souvent à des contemporains, parce que la plupart de ces célébrités sont des contemporains, et certaines d'entre elles sont oubliées peu de temps après. Oui, l'Amérique, elle aime bien après se ressouder, et récupérer, absorber toutes les figures qui ont marqué son histoire, qui ont marqué sa culture, et presque oublier finalement tout ce qui les a fait naître, toute la colère qu'ils portaient, toutes les divisions qu'ils incarnaient. Donc ces héros permettent aussi aux États-Unis de perpétuer ce rêve américain, cette légende américaine. Il y a aussi des célébrités françaises parmi les boxeurs. Alors, on pense bien entendu à Marcel Cerdan, mais c'est tout à fait différent. Oui, c'est une autre... Une autre mythologie. Une autre mythologie, mais on retrouve quand même chez le boxeur, et c'est pour ça que le boxeur a tant inspiré la littérature, le cinéma, c'est l'homme face à l'homme, c'est l'homme face à la vie, c'est généralement le dépassement de l'homme. Merci Judith Pérignon pour ce très beau portrait d'un boxeur, l'Insoumis chez Grasset, même si vous n'aimez pas la boxe. Dans quelques instants, on va évoquer la bande dessinée parce que 2020, c'est l'année de la bande dessinée et nous serons avec 2 dessinatrices, Catherine Meurice et Emma. On va évoquer la manière dont la bande dessinée aujourd'hui parle à tous et dont elle a la possibilité aujourd'hui, la bande dessinée, d'occuper de nombreux registres de 7 à 77 ans et même au-delà. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil à tous. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors je vous ai promis qu'il y aurait peu de retraites par point aujourd'hui car on est vendredi sur France Culture et cependant l'une des auteurs de bande dessinée que j'ai invitée, Emma. Bonjour Emma. Bonjour. On vous doit un certain nombre d'albums, notamment La Charge émotionnelle et autres trucs invisibles et Les Princes pas si charmants et autres illusions à dissiper ensemble. Et puis sur votre blog, car vous avez débuté en tant que blogueuse, vous évoquez la réforme des retraites. On va en parler dans quelques instants. À côté de vous, Catherine Meurice. Bonjour. Bonjour. Catherine Meurice, vous publiez chez Dargaud un Delacroix dont on va parler avec de merveilleux dessins et une manière de s'inspirer d'un grand peintre et d'en faire de la bande dessinée. Vous êtes deux visages dans cette grande variété que représente aujourd'hui la bande dessinée. Emma, que dire sur la réforme des retraites quand on est, comme vous, un auteur de bande dessinée ? Qu'il faut la retirer.
Ça, il n'y a pas que les auteurs de bande Il y dessinée, a je pas que crois, moi qui qui le le dis. disent actuellement. Il y a tous les avis, mais bon. Non, mais globalement, moi, j'ai décidé de dessiner sur ce sujet. Comme à chaque fois que je me saisis d'un sujet, c'est parce qu'il y a un peu un discours dominant, gouvernemental, et que j'ai l'impression que derrière, il y a une autre vérité qui se cache. Donc, j'ai lu le rapport de Levoix. Effectivement, il y a oui, 130 pages. Il y a une très belle intro qui dit que ça va être mieux pour tout le monde, et particulièrement pour les femmes. Et quand on regarde juste derrière les chiffres, en fait, on voit déjà que les calculs sont faux. Et en plus, on voit que c'est complètement le contraire qui va se passer. Ils mettent des petits tableaux de calcul et ils ne savent même pas faire un produit en croix, donc je pense qu'il faut le dire. Parce que vous savez, parce que vous, avant d'être auteur de bande dessinée, vous étiez ingénieur. Oui, alors je suis les deux, je suis ingénieure et autrice de bande dessinée en même temps. Donc vous avez refait les calculs, qu'est-ce que c'est Non, j'ai pas refait les calculs, mais il y a un collectif qui s'appelle Collectif Nos Retraites qui les a fait. Et effectivement, il y a des tableaux dont les multiplications sont fausses, les résultats sont faux. Et les simulations qui sont faites à partir des retraites qu'on aurait actuellement avant la réforme sont faites sur des bases fausses, ce qui fait qu'on a l'impression que les retraites qu'on aurait actuellement sont plus basses que ce qu'on a réellement. Et donc on a l'impression qu'avec la réforme, c'est avantageux, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Les retraites vont baisser pour tout le monde. Pour une raison très simple qui est qu'ils ont prévu une enveloppe fixe avec un nombre de retraités qui va augmenter et que donc forcément ça va baisser quelque part. Et vous vous intéressiez aux retraites avant, Emma ? Moi, la retraite, ça m'intéresse depuis à peu près que j'ai commencé à travailler parce que de toute façon... Je crois que vous avez commencé à vous intéresser à la retraite au moment de votre premier stage. Mon stage de troisième, je Dans les gravais deux des premières étiquettes, celles qu'on met sur les disjoncteurs où on indique chambre, toilette, machin. Et on m'a balancé une pile d'étiquettes à graver en me donnant les horaires de pause, le nombre d'étiquettes que je devais graver dans la journée. Je me suis dit, mais si c'est ça le travail, en fait, quand est-ce que ça s'arrête ? Et je pense qu'on est légitime à dire qu'on n'a pas envie de faire que travailler dans notre vie et qu'on a envie de s'arrêter le plus tôt possible. Mais vous faites que travailler pourtant. Oui, alors, voilà, je parle du travail dans des conditions imposées par, bien sûr, des patrons. Et je critique pas le travail dans sa nature, c'est-à-dire le fait de passer du temps à produire des choses qui sont utiles à la société. Ça, moi, j'y passe mes week-ends, donc voilà. Et puis, alors, je crois que l'autre intérêt de la pénibilité au travail, de votre ancien travail, je veux dire, Emma, c'est de vous avoir permis de vous pencher notamment sur ce que l'on trouve dans la charge émotionnelle et autres trucs invisibles publiés aux éditions Massot. Expliquez-nous comment la fréquentation d'un milieu masculin vous a donné envie de faire de la bande dessinée et d'en dire ce que vous en avez dit, Emma. En fait, oui, c'est ça. C'est que quelque part, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si moi, j'avais pas connu la souffrance au travail et la souffrance, les discriminations sexistes. Et donc, moi, je suis arrivée dans un milieu d'informatique où il y avait beaucoup d'hommes. Et au début, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était plutôt plus sympa avec moi parce que j'étais une femme que avec les hommes qui m'entouraient, donc je trouvais ça pratique. Sauf que j'étais dans la position de la débutante et qu'on était là pour m'encadrer, me montrer les choses. Quand j'ai commencé à avoir des idées qui m'étaient propres, à vouloir prendre des responsabilités, d'un coup, ça s'est pas du tout passé pareil. On m'a bien fait comprendre quelle était ma place, qui était de prendre les instructions et de sourire. Et de là, j'ai tiré toute une compréhension des systèmes de domination masculine, mais aussi la domination de classe, en fait, puisque à ce moment-là, j'avais pas trop le choix de ne pas travailler, donc j'étais obligée de subir ces traitements. Et justement, comment en êtes-vous venu à penser à la charge mentale, à ces différents dessins que vous avez consacrés sur ce thème ? Alors la charge mentale, en fait, moi j'étais il y a 8 ans donc jeune maman et j'ai repris le boulot et je me suis retrouvée à jongler un peu avec tout ça puisque après à mon accouchement, j'étais toute seule à la maison, le congé paternité est très court et j'ai pris tout un tas d'automatismes, je me suis rentrée dans le rôle de responsable familial et j'ai compris qu'en fait ce qui m'épuisait c'était pas l'exécution des tâches ménagères domestiques mais c'était plutôt de les planifier et d'y réfléchir tout le temps. Et j'ai découvert qu'il y avait un terme pour ça qui avait été utilisé par des féministes dans les années 70 qui s'appelait la charge mentale et qui était le fait de se préoccuper en continu de l'organisation des lessives, planification, des courses, etc. Et que ça, c'était encore une partie, je trouve, de la domination masculine qui n'avait pas été abordée dans les discours populaires, on va dire. C'était resté très universitaire. Donc j'ai décidé de faire une bande dessinée dessus pour que toutes les femmes puissent s'en emparer. Incroyable succès, l'expression fait florès, j'imagine que ça vous a surprise, Emma.
Oui, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais traité beaucoup de sujets avant qui avaient bien marché, mais pas à ce point-là. Et là, en fait, il y a vraiment des femmes de tous les âges et de tous les pays qui m'ont contactée. Donc, ça pouvait aller des États-Unis à Madagascar, en Inde, pour me dire que, en fait, les dessins, les scènes que j'avais représentées dans ma BD du quotidien, c'était les mêmes qui se passaient chez elles exactement. Elles avaient l'impression que j'étais venue chez elles pour recopier ce qui s'y passait. Donc, c'est pour ça que ça montre que c'est quand même un problème structurel de société et pas vraiment une question de mieux s'organiser chacun dans son propre foyer. Un point de vue, Catherine Meurice, là-dessus sur la charge mentale. Ah oui, non, mais je remercie Emma d'avoir fait cette bande dessinée. En effet, on s'est mis à parler de charge mentale et je crois qu'on est absolument toutes concernées. Non, merci. De votre main délicate et drôle, Catherine Meurice, j'emploie les mots du L qui vous consacre un portrait extrêmement élogieux et il a raison le L puisque ce Delacroix est véritablement un très beau livre. Vous le signez chez Dargaud en compagnie donc d'Alexandre Dumas qui vous fournit les textes. On y trouve notamment une reproduction sous votre main de la liberté guidant les pas du peuple avec un certain nombre de flèches pour expliquer le tableau. Comment vous êtes venu à peindre avec Delacroix, en concurrence avec Delacroix, en racontant la vie de Delacroix, Catherine Meurice? En concurrence, non, ça reste le maître. Je suis l'élève, Dumas est l'ami, et je me faufile entre ces deux géants. Non, j'ai abordé l'œuvre de Delacroix sans peur. C'est comme je le fais depuis toujours en fait dans mes bandes dessinées, c'est-à-dire que j'aborde la littérature et la peinture en ayant juste envie de me balader entre tout ça. Et pourquoi Delacroix? Delacroix, il m'est familier depuis longtemps. Je crois qu'on le connaît tous. Je pourrais pas dater, voilà, d'où, de quand ça vient. Enfin, Delacroix, il est aussi un peu dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps, vous trouvez, ouais. Oui, la liberté. Je trouve que la liberté guidant le peuple. Oui, voilà. C'est vrai. Cette jeune femme au sein nu qui avance et qui marche, qui guide les hommes. Il y a quand même Gavroche. Oui, on a cru longtemps que Delacroix s'était représenté dans le tableau, mais pas du tout, parce qu'il n'avait pas trop des idées révolutionnaires ni républicaine, mais Dumas était plus du côté du peuple. Oui, ce tableau, reprendre ce tableau... c'est la passion française, une certaine forme d'insurrection. Oui, et quand Dumas en parle, là, dans ce texte sur Delacroix, ça m'a assez ému de reprendre ce tableau, de reprendre les textes de Dumas qui parlent d'une femme qui est une vraie femme, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une femme qui ne veut plus être outragée, violée par les seigneurs. Et là, en 2019, écrire ces mots de Dumas, ça m'a fait autre chose que... Voilà. On est vraiment dans l'ère MeToo, donc j'étais assez content de reproduire ces mots de Dumas et de représenter une fois de plus cette liberté, qui n'est pas mon tableau préféré. Je trouve on l'a un peu trop vu, il y en a d'autres. Lequel est votre tableau préféré de Delacroix? J'aime beaucoup la barque de Dante. Voilà, on voit qui voit-on sur cette barque? Dante et Virgile qui traversent le fleuve des enfers et je ne saurais une fois de plus pas dire pourquoi j'aime ce tableau. Je crois qu'il ne s'agit pas de comprendre, mais juste de ressentir. Et j'aime la tension qu'il y a dans les ténèbres, puis une petite lumière au loin. Bon, c'est un incendie, mais enfin ça peut être vu comme une lumière aussi qui perce les ténèbres. Non, ça me plaît pas mal en fait de voir l'élan, ouais, c'est ça, la lumière qui perce les ténèbres. J'avais déjà un peu parlé de ça dans la légèreté, en parlant du Caravage. Voilà. Vous avez abordé de nombreux thèmes et justement, lorsqu'on suit vos albums, ce qui est mon cas, Catherine Meurice, on se rend compte qu'il y a une évolution. Vous venez du dessin de presse, on peut dire ça? Bien sûr, oui. Et vous arrivez à une œuvre qui est une œuvre artistique de création et de recréation. Ce Delacroix, quel chemin avez-vous suivi pour justement explorer ces différentes facettes de la bande dessinée et du dessin? Mais j'ai toujours tout mélangé en quelque sorte. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. La peinture, la bande dessinée, le dessin de presse, tout ça, ça va ensemble, ça se mélange. Et quand j'ai abordé ce texte de Dumas, en fait, j'en avais fait une toute première version il y a 15 ans, quand j'étais étudiante aux Arts Déco. J'avais présenté ce texte, je l'avais illustré, je l'avais publié dans la foulée. C'est l'année où j'étais embauchée à Charlie Hebdo, en plus. Et j'avais illustré ce texte à la façon de ciné. Je m'étais inspirée des colonnes de ciné dans Charlie. Ciné Samsa Zone ou ciné, voilà,
parlait d'actualité à la Qu'est-ce que vous plume. appréciez à l'époque chez Ciné? Sa façon de ramener sa fraise surtout, et puis surtout cette forme, voilà, cet aspect graphique comme ça où le dessin venait vraiment s'incrustait dans la lettre, le texte et l'image vraiment se mariaient, étaient mariés avec un parfait naturel, et je m'en étais inspirée. C'est-à-dire que voilà, le dessin de presse et la peinture, le dessin, tout ça, c'est dans mes albums depuis toujours. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Emma? Parce que alors, donc vous ne venez pas du dessin de presse originellement, Non, pas mais du du blog, mais c'est aussi un peu un exercice comparable puisque vous croquez une actualité. Alors, c'est pas nécessairement, au début en tout cas pour vous, une actualité politique, mais comment traitez-vous le fait de prendre un stylo, de dessiner pour évoquer une actualité, fut-elle une actualité qui est plus sociétale que politique chez vous, au début en tout cas? Moi, c'est vraiment la façon dont j'utilise le dessin, c'est-à-dire c'est un outil de communication. Donc, je réagis sur l'actualité et j'utilise les dessins pour pouvoir dire beaucoup de choses en peu de place, en peu de temps, et accrocher les gens, montrer, voilà, passer plus d'idées. Donc pour moi, l'idée, c'est pas de faire dans l'esthétique ou voilà, plutôt des tableaux ou des choses jolies à regarder, mais vraiment de passer un message. Mais il y a quand même eu un choix artistique, ou en tout cas un choix de fait lorsque vous avez commencé à dessiner. C'est pas forcément un mode d'expression naturel. Vous étiez ingénieur, vous n'étiez pas dessinatrice à l'époque. En fait, j'ai choisi le dessin parce que j'étais épuisée d'avoir des débats. Moi, j'étais dans un milieu d'ingénieurs blancs, aisés, qui avaient des femmes qui faisaient tout le travail ménage à la maison, donc qui ne voyaient vraiment pas l'intérêt des luttes, quelles qu'elles soient. Et j'avais des conversations infinies, épuisantes face à des murs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si je veux qu'on m'écoute dans une société patriarcale, moi, petite femme, petite voix, je n'arriverai pas comme ça par le débat. Et donc, il faut que je trouve un autre moyen d'ouvrir les oreilles. Et donc j'ai essayé l'écrit, mais il y a beaucoup d'écrits qui tournent sur Internet, c'est difficile. Le dessin, en dessinant vite, donc c'est vrai que moi je m'embête pas avec les détails ou avec l'esthétique de ce que je fais. Mais vous avez pour autant une esthétique. Pardon ? Vous avez pour autant une esthétique, c'est-à-dire de fait vous avez un style. Oui, j'ai un style, voilà, on va dire ça, mais le but, c'est vraiment pas que ça soit joli. Donc, quand on me fait remarquer que c'est pas joli, je dis oui, je sais, ça m'est égal, c'est pas l'idée. C'est vrai, on vous fait remarquer ça? Moi, je suis pas d'accord. Alors après, il y en a qui aiment bien, donc tant mieux, mais c'est vraiment pas mon objectif que ça soit imprimé et affiché avec des beaux cadres autour. Catherine Meurice, lorsque vous avez décidé de reprendre à votre compte, je ne sais pas quel terme employer, mais lorsqu'on est dessinatrice et qu'on décide de reproduire un tableau de Delacroix, comment s'y prend-on? Est-ce que vous êtes quelqu'un à la fois de délicat et humble lorsqu'on se frotte à une œuvre de ce type? Comment fait-on? On le fait, je crois que j'ai abordé ça de manière assez, comment dire, à la fois passionnée et puis technique aussi. C'est-à-dire qu'en m'inspirant des tableaux de Delacroix, en les transformant, j'apprends, je continue d'apprendre à dessiner. Enfin, je perfectionne. Qu'est-ce que vous avez appris en dessinant, en redessinant Delacroix? Mais on peut observer la composition, les couleurs, le mouvement. Il y a toujours quelque chose qui passe en vous. D'ailleurs, Delacroix lui-même pompait allègrement Rubens, Titien, etc. Donc là, sans comment dire, toute proportion gardée, je crois que je m'inscris dans cette lignée des dessinateurs qui s'inspirent toujours des maîtres. Et moi, ça me sert à ne pas à faire en sorte que mon dessin ne se ramollisse pas. Parce que je suis quand même très, très attentive. J'aime ne se ramollisse pas, c'est-à-dire on peut vite avoir des tics de dessinateur, devenir paresseux. Et moi, ça m'intéresse pas. J'aime toujours avancer. Mais peut-être lorsque le dessin passe au second plan. Alors, je sais que chez les dessinateurs de presse, il y a de nombreuses chapelles et on est particulièrement sourcilleux, mais parfois, lorsqu'on fait du dessin de presse au quotidien, eh bien, le dessin peut parfois passer au second plan. Lorsqu'on est dessinateur et qu'on fait du roman graphique, comme c'est votre cas, vous acceptez le terme? Bande dessinée, tout simplement. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, le dessin ne passe pas au second plan. Oui,
c'est sûr. C'est vrai que dans le dessin de presse, c'est l'idée qui prime, la gifle qu'on va donner, le gag. C'est vrai aussi dans la bande dessinée. J'essaie de maintenir un certain équilibre entre le fond et la forme. C'est-à-dire que si j'ai une idée à faire passer, je ne vais pas m'encombrer de décors, je vais aller à l'essentiel. Mais en revanche, je vais prendre quand même un certain plaisir à camper des personnages, à par moments créer une atmosphère. Et ça, j'ai d'ailleurs plus le temps de le faire depuis que je ne suis plus à Charlie et depuis que je ne dessine plus dans la presse. C'est-à-dire que j'ai enfin le temps de dessiner un petit peu autrement, de nourrir mes dessins autrement et sans pour autant oublier toute l'énergie, toute le punch que j'ai appris à Charlie dans le dessin. Emma et Catherine Meurice, je vous ai invité aussi parce que 2020 sera l'année de la bande dessinée. Catherine, vous en êtes l'une des ambassadrices. Cela veut dire... Marraine. Oh, ambassadrice. Elle dit que vous êtes une reine, donc je peux dire ambassadrice, surtout que reine avec de la croix, ça fait... Enfin bon, bref, oui. Peu importe, on va continuer. Mais en tout cas, cela montre que aujourd'hui, la bande dessinée est désormais parfaitement acceptée et qu'elle a surtout un grand nombre de variétés en matière de territoires d'expression. Si vous deviez évoquer quelques-uns de ces territoires, Catherine. Ce serait long. En effet, on a vraiment des choses vraiment hyper intéressantes aujourd'hui dans la BD, le roman graphique, comme vous disiez, où l'écriture, la littérature prend de la place. Par exemple, dans les livres de Posy Simmonds, ou même dans le manga, il y a des mangas très, très littéraires que moi j'aime beaucoup, par exemple. On a de tout. On a ce qu'on appelle la bande dessinée du réel, les fameux reportages en bande dessinée. C'est très varié. Il y a de plus en plus d'autrices, ça c'est pas mal aussi, qui sont pas toujours bien payées. On pourrait reparler du statut des femmes. Bon, on va en parler avec Emma. un autre sujet. Mais non, énormément de choses sont passionnantes dans la BD. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est que le secteur de la BD là se porte bien, et puis les auteurs vont pas toujours très bien. Ouais. Transition habile vers Emma. Emma, une transition habile. Merci. Oui, moi c'est aussi un de mes chevaux de bataille, puisque j'ai découvert la situation des autrices et des auteurs d'ailleurs quand j'ai commencé à publier des bandes dessinées. Moi je suis pas à plaindre, ceci dit, mais c'est vrai que sur une bande dessinée, les gens quand ils payent le prix d'une bande dessinée, ils ont l'impression de donner cet argent à la personne qui a dessiné et écrit les textes. En fait, la vérité c'est qu'on touche une toute petite partie de ça, c'est-à-dire ça, mais ça peut aller de 3% à on va dire 10% du prix. Donc effectivement, dessus, après, malheureusement, c'est un peu un système compliqué parce que dessus, il y a l'imprimeur. Après, il y a des gros éditeurs aussi qui prennent une large part. Mais chez les petits éditeurs, il y en a aussi qui peinent à s'en sortir. Et en fait, il n'y a pas trop de bonnes solutions parce qu'on a plein de monde qui intervient sur la fabrication du livre et tout le monde est payé dessus. Ce qui fait que parfois, moi, j'ai entendu des auteurs dire qu'ils font des BD très travaillés avec des dessins très fouillés. Ils passent 2 ans dessus et puis au final, ils vont s'en sortir avec peut-être 1 000 €. Donc, du coup, il y a plein d'auteurs qui meurent de faim et qui sont obligés de bosser à côté. Et quand on doit créer, c'est compliqué de bosser à côté. Et puis, à la faveur d'un certain nombre de polémiques, on s'est rendu compte également que les auteurs étaient moins bien payés que les auteurs en bande dessinée, Catherine. Oui, c'est vrai, oui. Alors, je suis comme Emma, je ne suis pas à plaindre, mais on pense aux copines. Oui, non, c'est sûr. Oui, on entend pour des scénaristes et pour... Bien sûr, oui. Il y a eu quelques polémiques récentes. C'est en train de changer, Emma ? Alors, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai subi de nombreuses attaques de la part d'auteurs hommes de bande dessinée qui considéraient que je dessinais pas assez bien pour être autorisée à publier des livres. Donc, c'est toujours difficile quand même pour les femmes. Catherine Meurice, l'évolution de la bande dessinée, qu'est-ce qui est prévu en quelques mots pour cette année de la bande dessinée en 2020 et en quoi cela va-t-il consister ? Alors, je n'ai pas encore toutes les infos, mais je crois qu'il va y avoir pas mal d'événements, et notamment des expositions dans les musées de Paris, et j'espère aussi en dehors de Paris. Musée Picasso, musée des Arts Déco, voilà, plein de choses intéressantes, et aussi des événements dans les écoles, dans le lycée, pour que la BD soit utilisée pour faire lire. En effet, c'est le cas. Et puis, j'espère qu'on parlera vraiment du statut des auteurs et des autrices, que ce ne sera pas planqué derrière les paillettes. Delacroix, Catherine Meurice, vous l'avez réalisé avec Alexandre Dumas, et c'est chez Dargaud. Mais oui, mais absolument, c'est tout à fait vrai. Et Emma, alors,
Votre strip sur la réforme des retraites, c'est quand qu'on arrête, est accessible en accès libre sur Internet. Et puis on peut retrouver la charge émotionnelle et autres trucs invisibles et les princes pas si charmants et autres illusions à dissiper ensemble aux éditions Massot. Je vous présente mes 3 camarades qui viennent prolonger cette émission et qui vont évoquer des thèmes qui vous sont chers. Aurélien Bélanger, Hervé Gardette et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les 3. Hervé, bonjour. Dans quelques instants. Je vais vous parler de touillettes. J'en suis sans oui. Je vois De ça. touillettes. Oui. Touillette, oui. D'accord, C'est ce très que bien. c'est qu'une touillette. Oui, je vois ce que c'est. Je Vous sais que touillez c'est très mal. Ça devrait être interdit, les touillettes, n'est-ce pas, Mathilde Serrel? Tout à fait. Le mot également, qui est une laideur assez rare. Moi, je vais vous parler de polémiques sans fin. Et enfin, Aurélien Bélanger. Et moi, de la traditionnelle question de la trahison des intellectuels. France Culture, l'esprit d'ouverture. Découvrez La Belle des Abysses, podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents. L'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. La Belle des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. 8h44, la suite des matins sur France Culture avec un spécial touillette, c'est ça Hervé Gardette? Absolument. Non, c'est pas ça le lancement. En fait, je devrais dire, ce matin Hervé, vous revenez sur la décision française de supprimer les plastiques à usage unique d'ici 2040 et les réactions qu'elle suscite. Et assurément, Pierre Ninet est un bon acteur, sans quoi il n'aurait pas obtenu de César, ni réussi à intégrer la troupe de la Comédie Française. Je l'ai bien aimé dans Balance ton quoi, le clip d'Angèle, mais je le trouve beaucoup moins convaincant dans le registre Greta Thunberg. Alors revenons quelques heures en arrière. Les députés ont adopté mardi soir un amendement à la loi anti-gaspillage qui prévoit l'interdiction de mise sur le marché de tout emballage plastique d'ici 2040. Sur Twitter, Pierre Ninet, outré, réagit. 2040, qu'est-ce qui vous échappe dans le terme urgence climatique? Qu'est-ce qui justifie un délai si long? Il interpelle Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie, qui lui répond dans une courte vidéo. Échange viral. Le comédien n'est pas le seul à s'indigner d'une décision qui renvoie à dans plus de 20 ans la mise hors circulation des emballages plastiques. D'autres que lui, sur les réseaux sociaux, s'offusquent à l'identique. C'est dans 20 ans, écrit en majuscule. Quand on n'est pas content sur Twitter, on écrit en majuscule. Alors passons sur le fait que le lien établi par certains entre la pollution liée au plastique et l'urgence climatique n'est pas évident. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement, pas les bouteilles d'eau minérale. Et rien ne dit que les produits qui se substitueront au plastique en produiront moins. L'indignation qui s'exprime est, à n'en pas douter, mue par de bonnes intentions. Une vraie inquiétude face à la dégradation de l'environnement. Mais ces réactions épidermiques, pour sincères qu'elles soient, ne sont pas forcément pertinentes. Elles illustrent une forme de tyrannie des émotions qui empêche de saisir la complexité d'un sujet et confond l'urgence avec l'immédiateté. Alors de quoi s'agit-il dans cet amendement, dont on n'est même pas sûr au passage qu'il sera définitivement adopté? Eh bien de faire en sorte qu'à partir de 2040, plus aucun emballage en plastique ne soit mis en circulation. Pour reprendre les exemples évoqués par Brune Poirson dans sa réponse à Pierre Ninet, cela concerne aussi bien les tubes de dentifrice que les flacons de Javel ou les films étirables. Alors on pourrait étirer justement les exemples à l'infini tant le plastique nous a colonisés. Le chasser de notre quotidien ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. On peut le déplorer, mais on ne peut pas donner entièrement tort à Brune Poirson lorsqu'elle explique que ce retrait ne peut se faire que de manière progressive. Le temps pour les fabricants de s'adapter et par la même occasion pour nous tous d'en faire autant. Dans son livre « Le bonheur était pour demain », l'ingénieur Philippe Biwix parle de l'effet de parc installé pour expliquer pourquoi notre système industriel ne se modifie que lentement. Parce qu'il repose, dit-il, sur des paramètres physiques très lents à faire bouger, parfois immuables à l'échelle de quelques décennies. Alors avec les réserves d'usage, on pourrait faire le parallèle avec notre civilisation du plastique. La nécessaire substitution va se heurter à l'inertie du système. Prenons un exemple tout bête, la touillette en plastique. À France Culture, à l'étage où je travaille, la machine à café reconnaît désormais les mugs et s'abstient donc de délivrer des gobelets. Mais la touillette plastique, elle, tombe invariablement alors que je ne prends pas de sucre dans mon café. La loi prévoit pourtant leur disparition au 1er janvier 2020, c'est dans quelques jours. Est-ce si difficile de les remplacer par des touillettes en bois
voire de les supprimer si ma boisson n'est pas sucrée? Eh bien apparemment oui. Alors je reviens à 2040. Plutôt que de s'indigner d'un délai jugé trop long, ce dont personnellement je ne suis pas en mesure de juger, les ONG disent que c'est trop long, les industriels que c'est trop court. Mieux vaudrait en tout cas s'interroger sur la façon dont cet objectif, l'éradication des emballages plastiques à usage unique, va être atteint. Avec quels moyens, quels produits de substitution, selon quel calendrier. Par ailleurs, est-il cohérent de vouloir supprimer ces emballages tout en valorisant la filière du recyclage qui conduit, elle, à maintenir le plastique dans le circuit plutôt que de l'en écarter? Et là, il y a en effet de quoi s'interroger, non pas sur l'échéance trop lointaine du projet, mais sur sa faisabilité. 2040 n'est pas si loin, 2040, c'est demain. Merci Hervé Gardette. Catherine Meurice, vous êtes particulièrement attendue en matière de réaction sur la touillette et Biwix, ou plus précisément sur votre rapport à la nature auquel vous avez consacré différents dessins. Oui, parce qu'on pourrait parler du statut des touillettes, du salaire des touillettes, je crois qu'il est inférieur aux touillettes. Aux touillets. Ah oui, mais je suis assez d'accord sur le fait que, en effet, c'est très bien de s'indigner, mais il y a une immédiateté, enfin une colère qui empêche l'analyse et qui fait que voilà, il y a ça. Moi, je me perds complètement là-dedans en fait. C'est pour ça que j'essaie de pas être sur Twitter d'ailleurs, parce que on y voit plus clair c'est non, mais là où vous ne vous perdez pas, c'est lorsque vous commencez à dessiner la nature. Ah oui, dans les grands espaces, je l'ai fait. Oui, c'est ça, vous vouliez parler de ça. C'est ça, voilà. C'était un petit appel du pied, mais je suis obligé de flécher l'interview ce matin, Catherine Meurice. Oui, excusez-moi. Reprenez vos esprits. Pas réveillée, pardon. J'ai dessiné toute la nuit. Voilà. Vous vous souvenez, vous êtes dessinatrice et vous avez consacré un album. Et j'ai publié Les Grands Espaces l'an dernier. En effet, là, en fait, où je voulais en venir. Mon enfance à la campagne, dans le Poitou, où j'ai vu le remembrement, les pesticides déjà très tôt. Je suis née en 80, donc. Vous n'étiez pas obligé de donner votre âge. Ah mais si, mais une reine peut donner son âge, pardon. Je vais finir à la guillotine, enfin j'espère pas. Oui, non, c'est quelque chose qui est très, qui est là depuis longtemps. Et en effet, ça fait plus de 30 ans qu'on parle des pesticides, des insecticides, etc. Mais vous voulez vraiment que je me lance sur ce sujet? Parce que là, on n'a pas le temps, je crois, de parler de l'éco. Alors vraiment, on a le temps, si vous voulez. Parce que là, on essaiera de négocier avec les autres émissions. Non, mais en effet, j'ai pas parlé de touillettes dans les grands espaces, mais je pense à tous les arbres, tous les ormes, tous les tilleuls, etc., qui sont fendus pour faire des touillettes, et là, mon cœur saigne. Emma, vous voulez réagir? Oui, mais je voulais juste dire, parce que j'ai travaillé sur le climat en début d'année, donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Et c'était bien. En fait, quand on dit qu'on peut pas faire ces choses-là d'un claquement de doigts, moi je préciserais, on peut pas les faire d'un claquement de doigts dans un système capitaliste et d'un point de vue économique, mais techniquement, c'est tout à fait possible. Et là, si on regarde la situation climatique, où on part quand même vers les 5 degrés d'ici la fin du siècle, donc un peu la planète fournaise, l'enfer sur Terre, je pense qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est juste tout arrêter. Arrêter de dire économiquement, c'est pas possible, les profits, les entreprises, attention. Et moi, je pense qu'il y a un lien étroit entre le mouvement actuel de grève qui commence à tout bloquer et nos seules chances de survie, en fait, d'un point de vue climatique. Et pour moi, tout ça, c'est lié.